Dans cette discussion entre François Peyote et Bernard de Montréal, ils abordent le concept des tests du double et de l'épuration du doute dans le cadre de l'initiation solaire. Selon Bernard de Montréal, il y a 3 acteurs sur la scène de la vie, l'ego, la pensée et le double éthérique. Pendant l'involution, l'ego était assujetti à la pensée créée par le double, mais colorée par les émotions et la mémoire de l'ego. Cela empêchait l'homme d'accéder à sa véritable réalité cosmique. Dans l'initiation solaire, le rôle de l'ego, de la pensée et du double change. L'homme devient le principal adversaire du double en apprenant à décolorer la pensée utilisée par ce dernier. Pour cela, il doit éliminer complètement l'émotion de sa pensée, se désengager de sa valeur expérientielle et se libérer de l'empreinte mémorielle de l'humanité. Lorsque l'homme parvient à cela, l'ego, la pensée et le double fusionnent pour devenir un. L'homme peut alors vivre une pensée libre de l'émotivité subjective et l'initiation solaire est terminée. Cependant, dans le premier acte de cette initiation, le double est perçu comme l'adversaire de l'ego car il ne peut pas montrer sa véritable réalité à cause de la subjectivité de la pensée de l'ego. La réconciliation entre l'ego et le double se produit lorsque l'homme force la vie à se réconcilier avec lui en dépassant le mensonge cosmique et en permettant à l'énergie du double de participer créativement aux lois de la vie sur le plan matériel. À lui donne la capacité d'utiliser efficacement des moyens psychiques vibratoires pour développer une civilisation adaptée à son être profond. L'amour est essentiel dans la vie de l'homme. Cependant, il est confronté à une civilisation qui le contraint à vivre des interactions complexes, empreintes de subtilité, de psychologie, d'intuition, de responsabilité et de manipulation par des entités. Il existe un double qui fait partie d'un monde immortel et des entités astrales qui ont un impact sur l'évolution de l'homme, certaines aidant tandis que d'autres détruisent. Le plan astral ou la dimension de l'âme est utilisée par l'homme pour absorber une énergie cosmique qui, si elle était intégrée directement, pourrait provoquer un surplus dans son esprit et conduire à la destruction. Certains individus ont la chance d'être soutenus par des entités dans des plans évolués, ce qui confère à leur vie terrestre une dimension spirituelle. Cependant, l'homme doit vivre selon les 3 principes fondamentaux qui le composent, l'amour, lié au plexus solaire, l'intelligence, liée au mental, et la volonté, en tant qu'être conscient cosmique et planétaire. Ces 3 principes sont nécessaires pour permettre à l'homme de créer sa réalité plutôt que de simplement la subir. L'homme a longtemps été influencé par une fausse conscience, subventionné par des entités astrales, qui l'a maintenu dans un rôle limité et lui a fait perdre le pouvoir sur l'énergie matérielle et sur sa propre volonté. De développer la volonté, l'homme doit se protéger des pensées émotives et déjouer l'aspect astral en lui. Il doit également développer une armure intérieure pour résister aux influences émotionnelles et vivre au niveau nucléaire de son âme, plutôt que de se laisser diviser par des influences périphériques. L'âme est un ensemble cohérent, et l'homme doit apprendre à vivre en harmonie avec ces différents aspects pour se réaliser pleinement sur le plan matériel. Selon cette synthèse, l'homme nouveau devra détruire son âme afin de se reconnecter à son noyau et de reprendre les énergies qui l'ont construite. Cette destruction concerne principalement la mémoire de l'humanité et de l'expérience, ainsi que le pouvoir de l'astral à travers l'ego. En reconstituant son âme, l'homme accédera à une nouvelle énergie et retrouvera le lien cosmique entre son double et son ego. Ce processus de reconstitution cellulaire lui permettra de retrouver sa conscience cellulaire et son statut universel. D'avant la matérialisation. L'homme sera alors un être total, intégral, qui pourra participer à la fois à l'intelligence universelle et à la réalisation matérielle de cette énergie. Pour cela, il devra comprendre la volonté et reconnaître son indestructibilité psychologique. Cette expérience de la volonté lui permettra de se reconnecter à sa réalité et d'ouvrir les portes vers sa véritable nature. La volonté d'être volontaire pour éliminer cet abus de soi-même est motivée par le fait que l'individu vit dans le doute. L'intervention du double éthérique vise à désastraliser et déspiritualiser l'ego. Cependant, cela ne se fait pas immédiatement. Le double utilise les expériences passées de l'individu pour le pousser à se réconcilier avec lui-même, plutôt qu'avec la vie. Cela nécessite des réactions et des actions de la part de l'individu pour évoluer et devenir un nouvel être immortel. Pour cela, il est important de rompre le mythe de l'involution et de se réconcilier avec soi-même. L'ego sera piégé par le double jusqu'à ce qu'il puisse être piégé. Le double est le maître parfait qui connaît l'individu dans ses moindres détails. L'homme nouveau aura le pouvoir sur la matière parce qu'il aura détruit le mensonge cosmique et aura accès à la compréhension totale et parfaite du cosmos.
L'esprit peut utiliser des situations et des événements pour tester l'ego et éliminer les zones d'absence de certitude. En fin de compte, tout est créé par l'esprit, y compris les événements qui se produisent. Dans ce passage, il est question du double, qui est décrit comme étant la totalité de l'énergie et de l'essence de l'être humain. Le double peut créer des situations pour pousser l'homme à suivre son chemin. Lorsque l'homme atteint le Minotaure, représentant le double, il doit répondre à une question apparemment impossible, mais en réalité, l'homme a déjà les réponses en lui, à condition qu'il puisse se détacher émotionnellement de son mental. L'auteur souligne ensuite la différence entre l'ego qui cherche à s'imposer et l'homme conscient qui peut dire c'est ça. Il explique que l'homme doit être instruit de lui-même et que la connaissance n'est pas suffisante, il faut être capable de supporter l'énergie nécessaire pour dire c'est ça. Dieu est également abordé, et il est dit que l'homme doit remettre en question ses propres croyances pour pouvoir dire ce qu'est Dieu. L'ego est décrit comme étant prisonnier du besoin de vérité et de la peur de la puissance du vrai ou du faux. Le double peut agir de différentes manières pour amener l'homme à s'ouvrir à la fusion. L'homme doit évoluer et atteindre une conscience intégrale, et le double a un rôle à jouer dans cette transformation. Certains le vivront de manière progressive, d'autres seront confrontés à cette réalité de manière plus soudaine et intense. En résumé, le double représente l'énergie et l'essence de l'être humain, et il peut créer des situations pour pousser l'homme à trouver ses propres réponses et avancer dans son évolution vers une conscience intégrale. Dans cette conversation, il est question du rôle du double dans la vie de l'homme et des chocs de vie qui peuvent survenir. L'invité explique que le double intervient pour amener l'homme à se réconcilier avec lui-même et à prendre une nouvelle trajectoire. Ces chocs, tels que les divorces ou les accidents, sont en réalité des interventions du double pour faire réaliser à l'ego qu'il est stupide et l'inciter à devenir plus intelligent. Par exemple, dans le cas d'un divorce, l'ego est manipulé par des émotions astrales, mais en prenant conscience de cette manipulation, l'homme peut apprendre à maîtriser son énergie et à ne plus se laisser emporter par ses émotions négatives. Cela demande une grande force interne, de la conscience et de l'amour. Dans cet extrait, Bernard de Montréal aborde la question de la relation de couple, mettant en évidence les problèmes liés à la manipulation astrale des émotions et à la colère. Selon lui, c'est celui qui vit de la haine qui doit faire le premier pas pour la surmonter. Cela demande une grande force intérieure, car cela signifie aller au-delà de la manipulation de son corps astral et reconnaître l'autre comme une personne à part entière. Il critique également l'idée d'amour conventionnel et met en avant la nécessité d'intégrer l'énergie de colère pour pouvoir vivre en paix avec son partenaire. Pour lui, la séparation peut parfois être la meilleure solution si elle est réellement bénéfique pour les deux personnes. Cependant, il souligne que cela doit être fait de manière intelligente et salubre, afin de préserver les enfants, par exemple. Enfin, il aborde les cas où le contentieux entre les ex-partenaires persiste, attribuant cela à une astralisation totale de leur personnalité. Dans cette discussion, il est affirmé que certains couples qui se sont séparés sont devenus de meilleurs amis qu'auparavant, ce qui est bénéfique pour eux et pour leurs enfants. L'orateur critique les sciences intuitives, l'ésotérisme et l'occultisme, qui selon lui se concentrent sur les sphères spirituelles plutôt que sur la vie quotidienne des individus. Il affirme que l'énergie spirituelle doit être utilisée pour servir l'homme plutôt que l'inverse. Lorsqu'un individu atteint une certaine maturité spirituelle, il peut intégrer cette énergie dans sa vie quotidienne, ce qui peut lui permettre d'être plus créatif et intelligent dans son travail et sa vie matérielle. Cela ne signifie pas qu'il devienne matérialiste, mais plutôt qu'il a une conscience créative et qu'il peut développer une vie plus abondante et épanouissante. Le double éthérique est également évoqué, comme étant une forme d'électricité présente dans le corps et en lien avec la chimie du cerveau et des neurones. La pensée est présentée comme un pont qui permet au double de devenir la conscience de l'ego, mais dans une conscience plus évoluée, l'homme n'aura plus besoin de penser. Pour être, il vivra simplement la symbiose de l'énergie avec sa conscience cellulaire. Cependant, la pensée reste une étape importante dans le processus de conscientisation. La pensée n'est pas évacuée, mais plutôt transformée. Elle passe du plan de la forme au plan de l'énergie. Lorsque nous communiquons, par exemple, nous recevons des vibrations énergétiques dans notre esprit, ce qui nous permet de comprendre avant même que les mots ne soient prononcés. Cette conscience vibratoire existe. Au-delà de la pensée dense, nous recevons simplement la vibration qui nous informe de ce qui vient. C'est comme une radio qui capte les ondes codées. À l'avenir, l'humanité n'aura plus besoin de penser de manière traditionnelle, mais vivra au niveau de l'énergie éthérique dans le cerveau.
Cela permettra à l'homme de créer facilement et de comprendre ce qui est absolu, sans avoir à réfléchir sur la valeur du vrai ou du faux. Les universités telles que nous les connaissons aujourd'hui auront une nouvelle forme, adaptée à l'évolution d'autres races. On peut imaginer une université fonctionnant sur le principe de la télépathie, avec des cristaux d'énergie qui envoient des messages à travers différentes couleurs. Il viendra un temps où l'homme pourra créer des cristaux qui auront des propriétés vivifiantes ou réceptives, pour guérir ou recevoir des informations. Cela fait partie de la science existante sur d'autres planètes et que l'homme connaîtra. Cependant, pour travailler avec ces cristaux et comprendre les lois de l'énergie de l'esprit, l'homme doit d'abord comprendre les lois vibratoires de son émotion, de son mental et de sa personnalité. Il doit sortir de son petit personnage pour entrer dans sa vraie identité. Actuellement, l'homme est esclave de sa pensée et ne peut pas créer librement. Il doit sortir de cette pensée accumulée et mémorisée pour utiliser l'énergie de la pensée de manière créative. L'homme nouveau créera à partir de l'énergie et non de la forme, ce qui lui permettra de savoir plutôt que de simplement connaître. Il vivra par rapport à l'énergie et créera la forme, contrairement à l'homme ancien qui vivait par rapport à la forme et devait la réfléchir, mais ne pouvait pas vraiment savoir. Le narrateur réalise que lorsqu'il y a une certaine fierté ou vantardise, l'ego est mis à l'épreuve. Par exemple, il prétend ne plus craindre la mort en raison de son expérience de guerre, mais peu de temps après il est pris en otage lors d'un hold-up à la banque. Il y voit un test de son double, qui met en évidence le fait que son affirmation précédente était plus de l'orgueil qu'une réalité. Le double est décrit comme le joker ultime de l'ego, pouvant jouer n'importe quel numéro mais perdant toujours. Le narrateur se demande si l'ego devrait atteindre un stade de supraconductivité, laissant passer l'énergie sans la retenir. Il demande ensuite si tous les doubles ont le même rôle sur la planète, et on lui répond qu'ils n'ont pas tout le même niveau d'évolution. En cas d'échec, les doubles sont en très mauvaise situation, et le suicide peut en être une conséquence. Les doubles ne sont pas absolus et ne sont pas en contrôle absolu de l'homme, sinon il n'y aurait pas de liberté. L'initié peut réaliser la puissance du double, mais il vient un moment où il peut arrêter le jeu du double pour continuer l'englobement d'énergie. Pour cela, il doit atteindre une égalité de volonté. Finalement, l'homme est égal au double dans le processus de son évolution. On se demande si l'on a le double que l'on mérite, mais cela reste une question intéressante. Les doubles sont des entités qui ont travaillé à se créer au fil des millénaires, accumulant ainsi une grande expérience. Certains doubles ont des statuts universels aussi éminents que ceux des archanges. Ces doubles, étant des êtres de lumière en évolution, n'ont pas besoin de matière pour s'exprimer. Cependant, il existe différents doubles avec différents niveaux d'expérience et de statuts, certains étant plus avancés que d'autres. La compréhension de l'intelligence dans le cosmos nécessite de se détacher de la valeur psychologique du corps matériel pour comprendre la valeur de l'intelligence. En se libérant de cette valeur, on peut bénéficier d'une compréhension de l'intelligence à des niveaux où la matérialité n'intervient pas, où le temps et l'espace ne jouent plus de rôle dans l'évolution cosmique. Les entités du monde de la forme pure sont des êtres de lumière qui ne font pas partie de l'astral. Les êtres de l'astral ont des formes plus impures sur les plans inférieurs et plus avancées sur les plans supérieurs. Les maîtres spirituels évoluent dans des mondes astraux où la forme est très avancée, mais ce n'est pas une forme pure. Les formes pures sont des vibrations émanant du centre même de l'énergie mentale des anges et des archanges, des énergies qui n'ont pas besoin de forme pour être manifestes. Dans la création d'une forme manifeste, le monde de Dieu utilise le monde des ténèbres pour en enlever les ténèbres et les amener à être en parfaite connexion avec les mondes de forme pure. La bataille entre les forces du bien et du mal est directement liée à cette condition, car les forces du mal ont permis la création et la condensation de la forme. Cependant, il est important de noter que le mal dans cette perspective cosmique n'est pas basé sur une morale humaine, mais plutôt sur une polarité nécessaire à l'évolution cosmique. L'idée principale exprimée dans cet extrait est que l'être humain, ayant été séparé de son origine lumineuse, a évolué et développé une conscience individuelle, l'ego. Sous l'influence des lois lucifériennes et arimaniennes, il pourra éventuellement dépasser le plan de l'âme et fusionner avec la lumière. Cette fusion conduira à une transformation de l'homme en un être complètement différent de ce qu'il était auparavant, réalisant une symbiose entre la matière et l'esprit.